Juliba Evening News. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé d'un an le mandat de la MINUSMA. Nous en parlerons dans un instant. Dans le cadre du lancement des activités de la 25e session de l'espace d'interpellation démocratique, une conférence de presse s'est tenue ce mercredi 30 juin au bureau du médiateur de la République. Les détails dans ce journal. La Chine complètement débarrassée du paludisme après 70 ans de lutte contre la maladie. L'information a été confirmée par l'OMS. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Juliba TV News. Un journal que nous commençons par ce communiqué du Parena sur la séquestration de personnalités et simples citoyens maliens. Le Parena est préoccupé par la persistance de la privation de liberté des anciens présidents et premiers ministres de la transition. Il s'étonne que d'autres personnalités arrêtées à l'occasion du coup de force du 24 mai continuent à être en état d'arrestation malgré l'engagement des autorités de la transition de les libérer. Il s'indigne enfin que l'épouse de l'ancien Premier ministre de la transition ait été empêchée d'exercer librement sa profession. Face à cette dérive d'une dictature rampante, le Parena élève sa voix pour dénoncer l'arbitraire de ces privations de liberté et exige que ces citoyens maliens soient mis en liberté. Cette situation doit être une préoccupation pour tous les démocrates maliens et le Parena salue la prise de position de l'Association malienne des procureurs et poursuivants sur le sujet. Dans l'état de droit que nous avons conquis de haute lutte et conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, partie intégrante de la Constitution du 25 février 1991, sont illégales toute séquestration et arrestation opérée en dehors de tout contrôle judiciaire. Le Parena en appelle donc à la responsabilité des autorités de la transition pour mettre fin à l'arbitraire et créer un climat apaisé dans un pays meurtri. Bamako, le 30 juin 2021, signé le comité directeur du Parena. À présent, toute autre chose. C'est officiel, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé d'un an le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, au cours d'une réunion consacrée à la situation de notre pays aujourd'hui. Dans sa résolution 2584, le Conseil de sécurité a décidé de proroger le mandat de la MINUSMA jusqu'au 30 juin 2022 et que l'effectif maximal de la MINUSMA reste fixé à 13 289 militaires et 1920 policiers. Selon le Conseil de sécurité des Nations Unies, la MINUSMA devrait prêter une attention particulière aux principales agglomérations et axes de communication, protéger les civils, surveiller les droits de l'homme, mettre en place les conditions indispensables à l'acheminement de l'aide humanitaire et au retour des déplacés, à l'extension de l'autorité de l'État et à la préparation d'élections libres, ouvertes à tous et pacifiques. Pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga promet de faire en 6 mois ce qui n'a pu l'être en 6 ans après signature, un engagement qu'il a pris lors de la 43e session ordinaire du comité de suivi de l'accord CSA. Est-ce que le Premier ministre pourra respecter cet engagement? Aruna Salia Kone. Choguel Kokala Maïga promet de faire en 6 mois ce qui n'a pu être fait en 6 ans pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Une mise en œuvre qu'il veut intelligente. Cet engagement a été pris lors de la 43e session ordinaire du comité de suivi de l'accord. Faire en 6 mois ce qui n'a pu être fait en 6 ans relève du miracle selon beaucoup d'observateurs. Hier, président du M5 RFP, Choguel Maïga, dénonçait avec virulence l'accord d'Alger qui, selon lui, contient des germes de partition du Mali. Depuis, les choses ont changé. Il est devenu Premier ministre de la transition. Cette posture d'antan avait créé une méfiance du côté de la CMA quand sa nomination se confirmait. Après une rencontre entre le président Assimi et les ex-rebelles en sa présence, la CMA a réitéré son soutien à la transition et confirme qu'elle a obtenu un gage sur l'application de l'accord. Quelle est cette garantie? La confiance semble être établie entre le Premier ministre et la CMA, mais on se demande s'il n'est pas dans l'effet d'annonce. En se référant sur le dernier rapport du Centre Carter, l'accord pour la paix est loin d'atteindre ses objectifs.
Selon le même rapport, sur 85 000 combattants préenregistrés, seulement 1840 ont intégré des mécanismes d'opération et de coordination MOC, un mécanisme de DDR en panne et un MOC-P efficace. En plus de cela, la question du DDR et de sa conduite est loin de faire consensus au sein du comité de suivi de l'accord. Ce manque de consensus entrave le processus de mise en place d'un plan d'action clair. En effet, il semble que le nombre de combattants enregistrés au DDR soit largement supérieur aux effectifs réels des groupes combattants. Le Premier ministre a promis de faire le miracle. Pourra-t-il le réussir là où Ibeka et les autres ont échoué? L'avenir nous le dira. Depuis sa nomination, le ministre de la Refondation de l'État a entrepris une série de visites avec les institutions. L'objectif est de trouver des solutions aux problèmes du Mali. C'est dans cette perspective qu'il s'est rendu à la Cour suprême. C'était hier à Bamako. Reportage Adama Sanogo. Dans les locaux de la Cour suprême, le professeur Ibrahim Ikassa Maïga et sa délégation ont été reçus par le président de l'institution. Le ministre de la Refondation de l'État a rappelé l'importance de la Cour suprême dans la refondation. Donc, c'est ici qu'on trouvera justement des réponses à toutes nos ambitions de réforme et de refondation de notre système constitutionnel, législatif et même administratif souvent. Vous savez, tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie courante aboutissent in fine au niveau donc de la Cour suprême. Par ailleurs, il a suggéré la prise en compte de l'avis des citoyens pour une meilleure gouvernance. C'est simplement de dire aller à l'écoute des Maliens pour que les différentes propositions de réforme, de refonte qui ont été faites au cours de ces dernières années puissent remises sur la table pour être justement auscultées et qu'on puisse faire un choix définitif sur chaque aspect de la vie nationale pour qu'on puisse faire le nouveau Mali avec. Quant au président de la Cour suprême, il se dit satisfait de la rencontre. Avec de très bonnes impressions, nous avons eu des échanges extrêmement enrichissants. Le ministre nous a décliné un certain nombre de propositions et de schémas qu'il souhaite voir mettre en œuvre. Et nous avons, de notre côté, aussi exprimé nos sentiments, donné en tout cas des propositions concrètes sur plein de sujets relatifs notamment à la justice et au fonctionnement d'un certain nombre d'institutions. Pour la réussite de cette transition, chacun compte. Les autorités essayent de rassurer les Maliens. Dans le cadre du lancement des activités de la 25e session de l'espace d'interpellation démocratique, une conférence de presse s'est tenue ce mercredi 30 juin au bureau du médiateur de la République. Objectif annoncer au grand public le lancement des activités de l'EID. Reportage Assanatouya Kouati. L'espace d'interpellation démocratique est un exercice au cours duquel les ministres sont interpellés par des citoyens sur des questions qui relèvent de la bonne gouvernance en matière de droits et libertés publiques. Adama Tchemoko Traoré, secrétaire permanent de l'EID. Nous avons convié la presse ce matin, c'est une tradition chez nous. À chaque fois que les activités de l'EID commencent, on invite la presse pour faire le lancement. Donc c'est la conférence de ce matin se situait dans ce cadre-là. Donc on a invité la presse pour d'abord faire le point des interpellations traitées au cours de la 24e session et ensuite les expliquer les raisons du report de la 25e session. Vous savez qu'en 2020, l'EID n'a pas pu être tenue. C'était en raison de la Covid-19 dont les mesures barrières ne pouvaient pas être respectées dans le contexte de l'organisation de l'EID. Selon lui, le report de la 25e session de l'EID de l'année 2020 a été marqué par l'avènement de la pandémie du Covid-19. C'est que comme on n'a pas pu tenir la session de la 25e session, c'est cette session-là que nous allons tenir en 2021. Voilà. Donc la situation, on est maintenant dans les préparatifs. Les préparatifs commencent par l'évaluation
de la session précédente que nous sommes en train de faire dès demain. On a déjà tenu une première réunion de suivi. Demain, nous allons tenir une deuxième réunion et après, nous allons tenir l'atelier d'évaluation. Donc, les conclusions de ces différentes réunions vont être remises au jury d'honneur qui vont apprécier pour la préparation de la 25e. Il faut rappeler que le dépôt des dossiers d'interpellation s'effectue du 1er juillet au 30 septembre. Timbuktu Institute, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, a organisé un colloque régional ce mercredi 30 juin 2021 à Bamako. La juridiction de la lutte contre le terrorisme au Sahel, défis et limites était le thème de la rencontre. Reportage Fanta Diarra. C'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel que Timbuktu Institute, en collaboration avec le bureau État des droits de la Fondation Konrad Adenauer, ont choisi la ville de Bamako pour ce premier colloque. Dr Bakary Sambé, directeur de Timbuktu Institute, évoque l'importance de ce colloque. Ce colloque vise véritablement à entamer une réflexion entre les acteurs de la chaîne pénale et les défenseurs des droits humains, tout ça autour de la notion d'état de droit. Parce que quelle que soit la lutte contre le terrorisme et son efficacité, sans état de droit, sans respect des droits, l'État ne peut pas être crédible. Et donc nous avons besoin de jongler entre les impératifs de sécurité et les principes de respect des droits humains. Maître Alpha Habib Koné a aussi évoqué l'implication des avocats dans ce processus. Pourquoi les avocats défendent les terroristes? Il faut leur répondre que tout le monde a droit à la défense. La robe est à la disposition et au service de tout le monde à condition de la solliciter. Et le plus important, ce n'est pas d'innocenter forcément les terroristes, mais c'est de s'assurer que les règles sont respectées, que la procédure est respectée et qu'en cas de condamnation, la condamnation qui arrive au bout est une condamnation qui aboutit régulièrement. Fainke Papis Sissoko, participant, a proposé quelques options pour une meilleure gouvernance. Il y a l'option militaire qui est en cours depuis des années, vous le savez. Deuxième option qu'il fallait explorer, c'est l'option développement, action citoyenne, sensibilisation, aller vers la communauté. Peut-être que troisième option, qui est l'option de la judiciarisation, c'est aussi une option très intéressante parce qu'il faut savoir réprimer souvent. Au Mali, le terrorisme continue de prendre de l'ampleur. Ces échanges apporteront une solution à ce fléau. À présent, place à l'image du jour ou l'infographie du jour qui sera consacrée au tombeau des Askia. Le tombeau des Askia, édifié par Askia Mohamed, empereur Songhai en 1495 dans sa capitale Gao, témoigne de la puissance et de la richesse de l'empire qui s'épanouit au XVe et XVIe siècle grâce au contrôle du commerce transsaharien, notamment du sel et de l'or. Cet ensemble qui comprend la tombe pyramidale, 2 mosquées et un cimetière dont des témoignages précieux de cet empire Songhai. Classé au patrimoine mondial en 2004, le site a été ajouté en 2012 sur la liste du patrimoine en péril en raison du conflit armé qui commençait alors à affecter le Mali et qui se poursuit aujourd'hui, cette année-là, quand un groupe djihadiste avait occupé Gao pendant 10 mois. La population de la ville s'était levée pour protéger ce patrimoine, l'un des principaux héritages de la culture Songhai, dont le peuple régna sur un large empire ouest-africain. Maintenant, place à l'actualité hors de nos frontières avec Fanta Diarra. À Douala se trouve l'un des rares centres d'accueil pour personnes âgées du Cameroun. Le personnel de l'association Amour pour les personnes âgées du Cameroun gère le lieu depuis sa création en 2017. À cause d'un contentieux familial sur le partage de ses biens, Marie et Bob Ndjok, 77 ans, a été abandonnée par ses enfants. Je n'ai personne. J'ai accouché 15 enfants. Parmi les 15 ans, maman Marie ne pleure plus. Ça me fait mal. Les enfants me disent que je suis sorcière, je suis ceci, je ne sais pas. C'est l'heure du déjeuner pour les 8 habitants de la maison de retraite de Douala. Au menu du midi,
d'une dolée accompagnée de manioc, un plat local, à l'origine de la référence. Florence Ndiasep, avant de diriger ce centre, a travaillé dans des hôpitaux. C'est de là qu'est né son amour pour les personnes âgées. Moi, ça m'a fait tellement mal de voir que ces personnes âgées qui ont des enfants et que demain, ils ne parviennent pas à prendre soin d'eux comme il se doit. C'est là où me vient l'idée de mettre un centre sur pied pour apaiser la douleur de ces personnes âgées-là. Le centre a besoin de plus de $800 par mois pour fonctionner. La demande augmente, estime-t-elle, dans un pays qui a vu l'espérance de vie passer. Selon la Banque mondiale, de 50 ans en l'an 2000 à 60 ans en 2020. Florence Ndiasep reçoit au moins 5 candidatures par mois, mais répond rarement favorablement. Le paludisme est éradiqué en Chine. Après 70 ans de lutte contre la maladie, ce pays qui recensait 30 millions de cas en 1940 n'en a signalé aucun depuis 4 ans. Une avancée majeure alors que la malaria a fait plus de 400 000 morts en 2019, majoritairement en Afrique. La Chine est le 40e territoire à obtenir cette validation de la part de l'OMS. Pékin a commencé dans les années 1950 à identifier les endroits où le paludisme s'est propagé et à le combattre avec des traitements préventifs antipaludéens, a relevé l'OMS. Le pays a également éliminé les zones favorables à la reproduction des moustiques et a développé l'utilisation d'insecticides dans les logements. Il a lancé en 1967 un programme scientifique pour trouver de nouveaux traitements qui ont mené à la découverte dans les années 1970 de l'artémisinine, principal médicament contre la maladie extrait d'une plante. Les pays ayant enregistré 3 années consécutives sans transmission locale peuvent demander une certification auprès de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour valider leur statut de nation sans paludisme. Ils doivent accompagner cette requête d'éléments de preuve très rigoureux et démontrer leur capacité à prévenir toute nouvelle transmission. Les derniers pays en date à éradiquer cette maladie étaient le Salvador en 2021, l'Algérie et l'Argentine en 2019 et le Paraguay et l'Ouzbékistan en 2018. La Chine est le premier pays de la région du Pacifique occidental dans la nomenclature de l'OMS à recevoir cette certification il y a 30 ans. Seuls 3 pays en bénéficiaient jusqu'à présent. Il s'agit de l'Australie en 1981, du Singapour en 1982 et du Brunei en 1987. Quelques dégâts majeurs apparaissent dans une ville de l'ouest de Cuba, secouée par un séisme de magnitude 4,7. Plusieurs bâtiments ont été endommagés, provoquant leur évacuation, notamment un hôpital, mais aucune victime n'est à déplorer. Hernandez, spécialiste en orthopédie et traumatologie, était en train d'opérer une fracture de la hanche dans un hôpital d'Artemisa lorsque le séisme a frappé. Quand nous avons réalisé qu'il y avait eu un tremblement de terre, nous avons dû continuer. Nous étions au milieu de la procédure chirurgicale et nous avons dû terminer avec le peu de lumière que nous avions, avec la lumière de nos téléphones portables, affirme Hernandez. Le dernier séisme important enregistré dans cette région avait eu lieu en janvier 2020. D'une magnitude de 7,7, il avait ébranlé les Caraïbes entre Cuba et la Jamaïque. Mais aucun dégât n'avait été rapporté malgré des évacuations rapportées de la Havane à Miami. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Dans un instant, la page météo. Alors, excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News. Météo.
météo.